bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, c'est un top 5, mais avant, je me dois de vous le dire parce que ça va pas. Enfin bref, vous allez comprendre. En fait, il y a deux raisons qui font que je suis pas hyper à l'aise aujourd'hui. Premièrement, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Vous en êtes pas rendu compte parce que je suis une fille hyper organisée. Mais ça fait bien 3 semaines, je crois, que j'ai pas tourné de vidéo. Donc c'est un peu bizarre. J'ai perdu l'habitude en fait, du coup c'est un peu bizarre. Et deuxièmement, normalement, je tourne toutes mes vidéos le matin. Bon, pas tout à fait le matin, on va dire avant 13h en gros. Et là, il doit être presque 16h parce que je viens de finir le travail, que j'étais en télétravail et que je me suis dit, il fait beau, les jours rallongent, la luminosité devrait aller, on va tourner la vidéo maintenant. Du coup, je suis un peu perturbée, hein, mais ça devrait être rapide, donc ça va aller. Vous l'avez vu, c'est un top 5 du coup. C'est le top 5 des livres qui ont dépassé mes attentes. Moi, j'ai transformé ça en livre que j'étais quasiment sûre de pas aimer, que j'étais presque sûre d'abandonner, mais que finalement, j'ai adoré. Vous voyez? Ça, en fait, c'est pour m'auto-rappeler que il y a des fois, il y a des livres, je les vois, et je me dis, non mais je sais que ça va pas me plaire, ça sert à rien que j'essaye. J'essaye quand même, et au bout de 40 pages, ça le fait pas. Et je me dis, bah voilà, ça m'apprendra à essayer. Mais il y a des fois, comme c'est le cas pour ces 5 livres, et franchement, il y en a d'autres dans ma bibliothèque, où je me dis exactement la même chose, c'est-à-dire je suis sûre que ça va pas le faire, je vais abandonner au bout de 40 pages, je laisse tomber, flemme, tu vois. Et en fait, j'adore voir les 5 que je vais vous montrer là, j'ai absolument surkiffé. Alors les 5 que je vais vous montrer, c'est des livres que j'ai adorés, alors que je m'attendais pas, que je m'attendais à les abandonner, pour être clair, voilà, première chose. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas que 5 livres comme ça dans ma bibliothèque. J'ai choisi des livres que j'ai pas lus récemment. J'essaie d'avoir un minimum de recul sur mes propres lectures parce qu'il y a des livres que, par exemple, le livre que je suis en train de lire, il pourrait rentrer dans ce top 5 par exemple, vous voyez, mais je l'ai pas encore fini, donc voilà, et du coup je suis complètement à chaud, donc j'essaie d'avoir un minimum de recul sur mes propres lectures, et c'est les 5 premiers qui me sont venus. Ça veut pas dire que c'est les mieux pour ce top là, enfin je sais pas comment vous expliquer, il y en a peut-être d'autres que j'ai encore plus aimés alors que je m'attendais pas forcément à les aimer, mais ils me sont pas venus en tête quand j'ai préparé la vidéo, donc bah du coup ce sera ces 5 là. Bref, j'arrête de blablater, je vous montre le bouquin, c'est pour ça que vous êtes là. Ah oui, je vous l'ai pas dit, si j'y pense et que je n'oublie pas, logique, je vous mettrai les liens des updates lecture à chaque fois en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, parce que là je vais essayer de pas trop m'étendre sur chaque livre, même si comme c'est des livres que j'ai adorés, bah ça risque d'être compliqué. Bref, le premier c'est Aphrodite et vieille dentelle de Kay Brunk-Holmquist, je galère toujours à dire son nom, je vais vous l'afficher. Je pense qu'elle est suédoise, donc je galère, il y a beaucoup trop de consonnes pour ma prononciation française, je galère, c'est comme ça. Franchement, je m'attendais à rien avec ce bouquin. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est un livre que j'ai offert, donc je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. J'avais lu vite fait le résumé et je m'étais dit, oula, ça va pas le faire du tout. Mais en fait, franchement, j'ai absolument adoré. On suit Tilda et Elida qui sont, c'est marqué derrière, 2 sœurs célibataires de 79 et 72 ans. On note la présence du mot célibataire et pas vieille fille, c'est important. Et donc elles vivent toutes les deux dans leur maison de famille depuis toujours, elles n'ont jamais déménagé, leurs parents sont morts et elles ont gardé la maison. Et elles ont un voisin, logique, une maison à côté d'elles, donc il y a un monsieur qui vit dedans, sauf que je sais plus si, je crois qu'il meurt, c'est assez triste, mais je crois qu'il meurt au début du livre, et du coup la maison est vendue, logique, et il y a une nouvelle personne qui vient habiter dedans. Jusqu'ici, tout est logique, hein, voilà. Et elles vont commencer à espionner ce vieux monsieur, enfin c'est un homme d'une soixantaine d'années, donc moi je dis vieux monsieur, elle le trouve jeune du coup. Et elles vont commencer à espionner, à regarder ses allées et venues, ça fait de la nouveauté pour elles dans leur ville, elles sont pas habituées à de la nouveauté comme ça. Et elles vont en même temps mettre en place un petit commerce, un petit peu contre leur volonté, un petit peu sur un coup de tête, genre à plus de 70 ans, presque 80 ans, elles se disent on va lancer un business toutes les deux comme ça. C'est un truc par correspondance, donc elles postent une annonce. On doit être dans les années où internet n'est pas trop développé, vous voyez, donc elles postent une annonce dans un journal et puis elles vont commencer à faire c'est un peu comme un Etsy à l'ancienne, vous voyez, sans internet, juste par journaux interposés. Et elles commencent à faire ça. Et il y a des thèmes dans ce livre que j'ai très peu vu abordés en littérature, encore moins avec des femmes et encore moins avec des personnages, qui ont ces âges-là. Et j'ai trouvé ça trop cool. On y parle notamment, et c'est assez rare pour être cité en littérature, croyez-moi, on y parle de masturbation féminine. Franchement,
C'est un truc, c'est hyper rare qu'on parle de masturbation féminine, c'est un truc de ouf. Bref, et franchement j'ai adoré, donc j'ai adoré suivre leur petit quotidien, leur petite histoire et tout. C'est un contemporain pur, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de dingue, mais j'ai adoré les personnages, l'ambiance, l'histoire, leurs petites manies, leurs petites habitudes. Franchement j'ai trouvé ça trop cool de les suivre là-dedans. Vraiment j'ai passé un super moment, j'ai adoré, à tel point que j'avais même acheté un autre livre de l'autrice que pour le coup je m'étais dit c'est sûr ça va être génial, et bah je l'ai abandonné. Ça arrive dans l'autre sens aussi, hein, voilà, c'est comme ça. Mais franchement celui-là là, j'ai adoré, j'en avais absolument jamais entendu parler. Je sais pas si c'est votre cas, logiquement c'est votre cas si vous avez regardé mes objets de lecture, mais c'est pas grave si c'est pas le cas. Mais franchement je vous le conseille, c'est pour l'été, le printemps là, c'est parfait. Vraiment c'est une lecture parfaite de printemps ou d'été, c'est trop cool. Le deuxième, il entre dans la catégorie des premiers tomes de fantasy fantastique young adulte qui auraient pu finir comme beaucoup de sagas young adulte, abandonnés au bout de parfois 40, parfois 80, parfois 100 pages, parfois plus, en mode oh, je comprends pas la vie des gens, pourquoi les gens ils aiment ça, ça marche pas, avec moi ça marche pas. Mais celui-ci, j'ai adoré, j'ai déjà lu le tome 2 et j'attends le tome 3 avec tellement d'impatience. C'est Le Destin d'Orisha, le tome 1 de Sang et de Rage de Tomi Adeyemi. J'adore cette saga, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'adore Inan, je crois qu'il s'appelle Inan. Je crois que c'est ça, attendez, je vérifie. Inan, c'est enfin, en tout cas, j'adore les personnages masculins. Je suis plus sûre de son prénom, mais je vais vérifier ça. Alors, oui, c'est ça, Inan, j'adore ce personnage-là. Et je sais, pour avoir lu le tome 2, pas besoin d'avoir l'avis des gens pour ça, hein, je sais, pour avoir lu le tome 2, que la plupart des gens ne doivent pas l'aimer dans le tome 2, mais moi, c'est pas que j'excuse son comportement dans le tome 2, c'est juste que je l'aime tellement que je ne peux pas lui en vouloir. Voilà, on en est à ce stade-là de j'adore ce personnage-là. Il me semble que dans l'update lecture du tome 2, ou peut-être même du tome 1, je sais plus, je l'avais comparé à Pita de Hunger Games, sachant que Pita de Hunger Games est un de mes personnages préférés niveau lecture, enfin niveau livre de tous les temps. Inan n'est pas très très loin de Pita, et peut-être qu'avec la lecture du tome 3, il va finir par dépasser Pita. Oui, ça peut arriver. Bref, pour le résumé, on y suit Inan, mais principalement Amari. J'ai vu son nom, Zélie. Oui, Zélie. Amari, c'est un autre personnage. Bref, on y suit principalement Zélie, qui est donc une personne de couleur. C'est assez rare aussi en littérature pour être citée, pour être précisée. Bref, donc elle est noire en gros, elle est de couleur quoi. Et elle aurait dû hériter d'une magie ancestrale de son peuple, sauf que le roi, hyper puissant et hyper fou, a décidé que la magie c'était dangereux, la magie c'était mauvais, et que donc il allait, sans demander son avis à personne, retirer la magie des gens qui doivent en avoir. Donc il a littéralement massacré le peuple de Zélie. Donc sa mère a été tuée parce que sa mère avait des pouvoirs. Et il s'est arrangé pour que les transmissions du pouvoir ne se fassent plus de manière génétique et naturelle. Hein. Voilà, ça n'y a plus. Donc Zélie n'a pas hérité de pouvoir. Et au début du tome 1, c'est pas elle qui le décide. Genre elle se réveille pas un matin en mode ça suffit maintenant, j'en ai marre, je veux récupérer mes pouvoirs. Non. Elle se retrouve embarquée malgré elle dans cette espèce de quête de récupération des pouvoirs avec notamment Inan et Amari qui sont nul autre que le fils et la fille du roi. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Et donc voilà, ils se retrouvent embarqués là-dedans pour sauver la magie, récupérer la magie et essayer d'arrêter ce pouvoir tyrannique du roi. C'est un peu plus facile quand c'est les enfants du roi. Mais au cours du tome 2, c'est pas parce que c'est les enfants du roi que c'est plus facile non plus. Hein. La reine n'est pas trop mal non plus au niveau cruauté et méchanceté dans le tome 2 notamment. Bref, j'adore cette saga, j'adore cet univers, j'adore ces personnages. Et encore une fois, c'est pour ce genre de bouquin et pour ce genre de saga que je continuerai à m'acharner, à essayer des tomes 1 de saga young adulte, même si je dois en abandonner 36 pour tomber sur une saga que moi j'aime comme celle-ci. Voilà, donc je continuerai à faire ça pour ce genre de saga, et j'adore quand je tombe sur ce genre de saga, déjà parce que j'adore ma lecture et que c'est quelque chose de cool, tu vois, mais ça me rappelle pourquoi je continue, parce que quand je vous avoue que quand je dis que je peux abandonner jusqu'à 36 tomes 1 pour en lire un comme ça, oui, mais quand t'es au 35e abandon de tome 1 de saga young adulte, tu commences à te dire, bon, on va peut-être arrêter les sagas young adulte, tu vois, c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à s'acharner comme ça, bah si, c'est une bonne idée, parce que des fois ça marche, et quand ça marche, bah ça marche plutôt bien, vraiment. Si vous l'avez pas encore lu, franchement, foncez. Pour moi, autant Inan est à peu près au même niveau que Pita, autant cette saga est à peu près au même niveau que Hunger Games pour moi.
Hunger Game pour moi. Le troisième, c'est une romance young adulte aussi, enfin une romance et young adulte aussi, vous avez compris, que j'ai lu l'été dernier, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. En tout cas, j'ai lu quand j'étais en vacances, mais je sais plus quoi. Bref, donc c'est L'amour, la vie et ma liste de Casey West. Et en fait, c'est une petite romance young adulte, j'en attendais pas grand chose. Lui, je m'attendais pas forcément à l'abandonner. Je l'ai pas commencé en me disant il y a peu de chances que j'aille au bout, parce qu'il y a des livres que je commence comme ça, hein, comme Le dessin d'Orisha, par exemple. Vous avez compris. Mais celui-là, non, celui-là, je m'étais juste dit ça va être une romance sympathique, voilà. Et en fait, j'ai adoré. Vraiment, je me suis beaucoup retrouvée en le personnage principal. Les questions que tu te poses à cet âge-là sont vraiment bien abordées. Je ne sais même plus de quoi ça parle vraiment. Je me rappelle vaguement de l'histoire. Ah oui, si! Donc, on suit une jeune fille qui doit passer l'été chez elle. Elle n'a pas prévu de partir en vacances, donc ça se passe sur l'été. Et comme je suis con, c'est marqué dans le titre, elle va dresser une liste de choses qu'elle veut accomplir sur cet été pour s'occuper. Il y a notamment tout un truc de développer autour de l'art, parce qu'elle peint et elle adore ça. Et elle voudrait se faire avoir une exposition avec ses œuvres et être un petit peu reconnue dans le monde de l'art, ce qui n'est pas hyper évident. Surtout, je crois qu'elle a genre 16 ou 17 ans. Voilà. Prévu que l'été de ses 17 ans. Donc c'est ça. Et l'histoire d'amour, c'est que c'est un peu comme souvent. C'est-à-dire que chacun est amoureux de l'autre, mais aucun des deux n'a le courage de l'avouer à l'autre. Vous voyez? En gros, elle est amoureuse de son meilleur ami. Et elle part du principe que, vu que c'est son meilleur ami depuis longtemps, c'est pas possible que ce soit réciproque. Oui, c'est comme ça. Et donc, elle veut pas lui dire. Mais nous, en tant que lecteurs et en tant que lectrices, on est objectif sur leur histoire et il y a des choses c'est évident que ces sentiments à elle sont réciproques, mais pour elle, c'est pas évident du tout. Voilà. Et donc, on passe pas mal de temps dans le livre en mode c'est quand vous voulez, les gars, hein, vraiment, genre, c'est quand vous voulez. C'est-à-dire que c'est évident que c'est réciproque tous les deux, c'est quand vous voulez que vous vous débrouillez. Mais je sais pas, c'était vraiment très mignon, vraiment très touchant. Et comme je l'ai dit, hein, vraiment, toutes les questions que tu te poses à cet âge-là sont vraiment bien abordées. J'en attendais vraiment pas grand chose et franchement j'ai passé un super moment, j'ai adoré. Peut-être que je l'ai lu aussi au bon moment parce que je l'ai lu pendant mes vacances d'été, ça se passe en été, pendant les vacances, c'est assez fun, assez frais, assez léger. Mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un super moment et c'est un des premiers qui m'est venu en tête quand j'ai préparé ce tag, j'allais dire non, ce top 5. Donc voilà. Pour l'été pareil que le premier que je vous ai montré, c'est parfait. Le suivant, par exemple, il m'est pas venu en premier, il aurait pu, il aurait même dû me venir en premier, il est en 4e, c'est pas très grave. C'est Heartstopper, donc le tome 1, Deux garçons, une rencontre de Alice Oseman. Celui-là, je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait, parce que tout le monde adorait. Je n'ai pas vu un seul avis négatif sur ce livre. Et en fait, j'hésitais à l'acheter, et plus j'avais des avis positifs, plus j'hésitais à l'acheter. En fait, plus je vois d'avis positifs et plus j'en attends de ma lecture et du livre, et donc plus le risque que je tombe de haut est grand, vous voyez. Et en fait, si j'ai autant hésité à l'acheter, c'est parce que ce livre rassemble deux trucs que... C'est pas que je les apprécie pas, c'est que je les lis très peu. Du coup, ça me faisait peur. Voilà, à savoir, premièrement, c'est un format de roman, mais c'est pas un roman, c'est un roman graphique, enfin c'est vraiment écrit comme une BD. Je lis très peu de romans graphiques. Je me suis mise au BD, mais je lis très peu de romans graphiques comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on y parle d'homosexualité. Et c'est un type de romance vers lequel je veux aller, mais vers lequel j'ai peur d'aller. Ça fait je sais pas combien de fois que je le dis en vidéo. J'ai toujours pas acheté un roman, donc pas graphique, de MM ou FF. Parce que j'ai énormément de mal à sauter le pas, j'ai peur de sauter le pas. Mais là, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, c'est du graphique, en plus ça va se lire vite, au pire ça me plaît pas, mais au pire ça me plaît pas. Je m'étais même dit, tellement j'avais peur de pas aimer et j'avais peur d'en parler si j'aimais pas, c'est un truc que de mémoire j'ai jamais fait, mais je m'étais même dit, au pire, je l'achète, je le lis, ça me plaît pas, j'en parle pas. Tu vois, je suis pas obligée d'en parler sur la chaîne si j'aime pas. Je le fais toujours, et de mémoire, il n'y a pas de livre dont j'ai pas parlé sur la chaîne. Bon, allez, peut-être un ou deux, parce que quand même. Mais je m'étais même dit ça, et au final, j'ai adoré. J'ai absolument surkiffé. J'adore ces deux personnages. Nick et Charlie sont tellement cool, tellement chou. Et tout est... en fait, c'est à la fois bienveillant,
mais ça montre toutes les difficultés que tu peux rencontrer au moment de faire ton coming out, toutes les questions que tu peux te poser avant même de définir toi-même ta sexualité, parce que c'est pas non plus évident. Enfin, je veux dire, tu travailles pas un matin en me disant ok, je suis homosexuelle. Bah, non. Il y en a pour qui c'est évident, il y en a d'autres pour qui c'est un peu moins évident. Et en fait, comme les deux personnages n'ont pas le même parcours, n'ont pas les mêmes réflexions, n'ont pas les mêmes questions, n'ont pas la même sexualité au final, les questions sont différentes et de toute façon, comme chacun est différent, c'est pas parce que tu lis ce roman-là et que t'es homosexuel que bim, ça va te faire une lumière dans ton cerveau, ça marche pas comme ça. Chacun est différent, chacun a un parcours différent, mais il y a tellement de personnages dans ce livre, il y a tellement de questions et de réponses qui sont apportées, il y a tellement de cas en fait. En fait, chaque personnage a un cas particulier, c'est pas des photocopies les uns des autres, c'est pas stéréotypé, et chaque personnage a plusieurs questions, plusieurs parcours, plusieurs choses qui se passent dans sa vie et qui font que il se pose des questions ou pas. Il y a des personnages qui se posent les mêmes questions, un autre qui se pose pas les mêmes questions, ça dépend. Bref, j'adore cet univers, j'adore ce personnage. J'ai lu jusqu'au tome 4, je suis abonnée, je crois que elle est la seule personne pas française à laquelle je suis abonnée sur Instagram, mais je suis abonnée à l'Instagram de Alice Oseman, donc l'autrice, et elle a posté que le tome 5 était sorti. Alors je sais pas s'il est, il faut que je vérifie, mais je sais pas s'il est juste sorti en VO ou si il est aussi sorti en français. En tout cas, vu qu'il est sorti en VO, il devrait pas tarder à sortir en français, si c'est pas encore le cas. Donc il va falloir que je regarde ça. Je crois que le tome 5 est le dernier. Je suis un peu au bout de ma vie, je vous avoue. Mais par contre, je l'ai toujours pas regardé parce que j'ai un peu peur de le regarder, mais ça a été adapté en série. Et j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop envie de la regarder. Je suis trop hype, c'est un truc de ouf. Bref, voilà. Comme à chaque fois que je parle de cette saga-là, lisez cette saga, s'il vous plaît. On va finir par un livre que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant. J'avais pas fait un update lecture dessus. Il me semble que j'avais fait une vidéo sur la saga complète. Donc je vous la mettrai en barre d'infos aussi. Ça fait très longtemps que j'ai lu cette saga. Mais j'ai adoré cette saga. Et je pense que sur les 5, c'est celui sur lequel j'avais un a priori le plus négatif. Et c'est notamment une saga young adulte, fantasy fantastique. Donc, enfin pas fantasy fantastique, plutôt dystopie. Donc bref, c'est Elia, la passeuse d'âme, le tome 1, de Marie Vareille. Et donc en fait, j'avais l'a priori classique de tome 1 young adulte, fantasy fantastique, dystopie, en mode... Dans 90% des cas, ça me plaît pas. Donc forcément, je m'attends pas à ce que ça me plaise quand je commence un livre comme ça. Vous voyez, donc ça c'est le premier a priori. Le premier a priori. Et le deuxième, c'est que Marie Vareille, elle n'est pas une autrice reconnue dans la fantasy, le fantastique. C'est pas son premier bouquin. Par exemple, pour le dessin d'Orisha, on la connaissait pas avant, l'autrice. Elle avait Tomi Adeyemi, elle n'avait jamais rien écrit d'autre. Et elle se lance dans la publication de livres avec une saga fantasy fantastique, alors que Marie Vareille avait écrit plusieurs livres avant, mais que des livres déjà, enfin, j'allais dire que des livres édités chez Charleston, parce que pour moi ça veut tout dire en fait, la maison d'édition veut tout dire, c'est une maison d'édition que je ne lis pas, qui ne m'intéresse pas, c'est que du contemporain, un petit peu probablement de la chiclite, des livres comme ça, vous voyez, qui m'attirent pas, hein. Je dénigre pas cette littérature là, c'est juste que moi ça m'intéresse pas, ça m'attire pas. Donc quand on a une autrice pareille qui se lance dans une dystopie young adulte, en fait j'ai pas pu m'empêcher de me dire elle voit que c'est ça qui marche en ce moment, bah du coup elle en écrit une. Franchement c'est ce que je me suis dit, mais j'y suis quand même allée. Pourquoi, comment, je ne sais plus, mais j'y suis quand même allée, et franchement j'ai adoré cette saga, c'était vraiment génial, j'ai lu les 3 tomes, j'ai fini la saga, depuis j'ai jamais rien lu d'autre de l'autrice parce que c'est pas parce que sa dystopie young adulte m'a plu que ce qu'elle écrit du contemporain et de la chick lit va me plaire, alors que de base c'est pas ce qui me plaît, vous voyez. Le truc des chaussettes, je sais pas quoi là, ça m'intéresse pas, enfin vraiment, c'est les résumés. En fait, les résumés me font hérisser les poils avant même que j'ai commencé le bouquin. Donc je suis pas psychopathe au point de tenter un livre comme ça, vous voyez. Bref, pour l'histoire, on suit Elia, on est dans une dystopie où c'est très structuré, il y a des castes et tout. Et elle a, pour une fois, en dystopie, elle a la chance d'être la fille d'un des plus hauts dirigeants du monde tel qu'il est pour elle. Et donc, elle n'est pas dans la caste la plus basse, elle n'est pas pauvre, elle n'est pas en travail forcé, elle n'a pas de problème au quotidien, elle a une vie plutôt classique, plutôt normale. Et elle va faire du bénévolat ou travailler, je sais plus, dans une espèce d'hôpital. Son travail est assez ingrat malgré tout, puisqu'elle est chargée de
soigner, je crois, enfin c'est un délire comme ça. Elle est chargée de punir / soigner les gens qui ont enfreint les règles. Ma lecture date, hein, mais c'est un délire comme ça. Attendez, je l'ai peut-être écrit sur mon post-it. Bon, bah je l'ai pas écrit sur mon post-it. Mais en gros, elle travaille dans un hôpital et elle fait un travail pas hyper positif. Au début du livre, elle va commettre une erreur, elle va enfreindre la loi. Et du coup, elle est obligée de fuir parce qu'elle a enfreint la loi. Et à partir de ce moment-là, elle va comprendre que, déjà, elle va prendre conscience que tout ce qu'on lui a dit c'est pas vrai parce qu'elle on l'a élevée dans les hautes castes de la société en mode le monde est parfait, tout va bien, t'inquiète, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'inégalité, si les gens ils sont pas contents, c'est parce qu'ils sont punis, parce qu'ils ont fait des erreurs. C'est comme ça qu'on l'a élevée, donc du coup elle part du principe que tout va bien. Donc déjà la première chose elle va découvrir que tout ne va pas bien du tout et que les gens sont punis, pas forcément parce qu'ils ont fait quelque chose de réellement mal, tu vois, et ensuite elle va découvrir que contre sa volonté, et alors qu'elle n'en avait pas conscience, elle est, humainement parlant, à l'encontre de la société. Je peux pas en dire plus, sinon ça spoil tout le livre, mais vraiment j'ai adoré cette saga, et donc du coup elle va quitter sa maison pour éviter de mettre en péril sa sœur et son père et tout. Enfin, elle va apprendre beaucoup de choses sur la société dans laquelle elle vit, qu'on lui avait caché jusqu'à présent, qu'on lui avait déformé jusqu'à présent en fait, et elle va apprendre beaucoup de choses sur elle et tout ça. Elle va littéralement retomber très bas dans la société. Comme elle est obligée de fuir et obligée de se cacher, le meilleur endroit pour se cacher, c'est avec les travailleurs qui vont dans des mines et qui sont dans des conditions absolument terribles. Personne n'ira la chercher là-bas, donc elle va là-bas et elle en apprend beaucoup et on va la suivre là-dedans. Bon, et après, pas besoin de vous faire un dessin, c'est une dystopie, elle va se rendre compte qu'il y a des inégalités, il va y avoir une espèce de révolution, enfin... Voilà, c'est une dystopie et c'est une très bonne dystopie. Alors oui, on a tous les codes des dystopies, enfin vraiment là c'est exactement la même structure, la même construction que pour citer les deux des plus grandes dystopies, Hunger Games et Divergente. C'est vraiment exactement le même schéma, les mêmes codes, c'est les codes de la dystopie et ils sont tout y est. Mais en fait elle a récupéré tous ces codes de la dystopie, tout ce qui marchait au moment où sa saga est sortie, mais elle en a fait quelque chose de cool, quelque chose de bien, avec des bons personnages, et l'intrigue est vraiment cool. L'intrigue reste différente de Hunger Games et de Divergente, évidemment. C'est pas exactement la même manière de montrer les choses, c'est pas exactement les mêmes inégalités, la société n'est pas construite de la même manière. Ça reste une dystopie. En gros, c'est comme toutes les romances sont construites de la même manière. Il y a un homme, une femme, un homme, une femme, une femme. Ils se rencontrent, tombent amoureux, ils finissent ensemble ou pas. Ça, c'est les codes d'une romance. Et ben, les codes de la dystopie, c'est la rébellion, les inégalités, les castes très compliqués, voilà, pareil. Sauf que l'histoire est différente, les personnages sont différents. Et Marie Verreille a fait ça très bien. Elle a écrit une très très bonne dystopie, donc c'est une trilogie. Franchement, j'ai adoré. Et je rêve qu'elle écrive d'autres young adultes, vraiment, et qu'elle écrive autre chose du coup que le contemporain cyclique, parce que ça m'intéressera pas, ça m'intéressera jamais. Après, je dis pas, hein, peut-être qu'un jour je lirai un Marie Verreille, autre que Elia la passe dame et autre que du young adulte, mais pour l'instant c'est pas prévu. Bon bah de nouveau c'était censé être une vidéo courte et je me suis un peu emballée, un peu enjoyée, donc on est sur une vidéo plutôt longue finalement. Bref, si vous avez là en tête des livres que vous pensiez ne pas aimer ou que vous pensiez pas terminer même, mais que finalement vous les avez lus et vous avez adoré, exactement le principe du top 5, j'allais dire du tag encore, c'est fou. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, peut-être que je les ai dans ma palle, peut-être que c'est des livres que je me suis dit non, je ne lirai jamais parce qu'ils me plaisent pas, mais que votre avis pourrait me faire changer moi d'avis du coup. Bref, je m'embrouille, je divague, c'est la reprise, c'est difficile, mais au moins la première vidéo est tournée. J'espère qu'elle vous a plu, moi je m'arrête là, en attendant je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit, ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.